Alors, d'abord, la crise de la Covid, c'est à la fois une crise sanitaire et c'est aussi une crise économique. Elle touche nos entreprises comme jamais. Donc, avec nos 4 intervenants, on va essayer de partager et bien comprendre la situation actuelle, ce que la filière a mis en place concrètement pour aider nos entreprises. On va parler du recours à la médiation et dégager des perspectives. Alors, pour cela, on a 4 professionnels qui ont accepté très gentiment de partager, de témoigner. Donc, je vais commencer par, à côté de moi, donc Sophie Henry, qui est déléguée générale du Centre de médiation et d'arbitrage, qui accompagne dans la prévention et la résolution des conflits. Donc, on va partager un cas concret aujourd'hui, sans citer de nom, mais un cas qui nous a été donné par un adhérent Agence Design et Stand. Ensuite, Pierre-Louis Roucariès, qui est coprésident de l'UNIMEV, qui prendra la présidence en janvier. En juin, d'accord. Qui est aussi directeur général du Centre Expo Congrès de Mandieu de Napoule. Marie-Laure Bellon, qui est présidente directrice générale d'Eurovet, leader mondial des événements lingerie, swim, mode et sport. Et puis ensuite, vous connaissez tous Fabrice Laborde, qui est président de Créalliance et dirigeant et fondateur du groupe Galis. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par l'état des lieux actuels de nos activités, et je vais demander à Pierre-Louis Roucariès de bien vouloir nous donner en fait une forme d'état des lieux de la filière et de voilà. Alors l'état des lieux, effectivement, donc un petit rappel d'abord déjà de ce qui s'est passé ces derniers mois, qui ont été une période quand même assez incroyable pour nous tous. D'abord, effectivement, début mars, on a mobilisé l'ensemble de l'équipe de l'UNIMEV pour se mettre en mode, pas start-up, mais en mode de combat, de guérilla, pour un boulot que personne ne connaissait, puisqu'on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il ne fallait plus rien faire d'autre que de travailler sur cette crise qui était devant nous. Je dirais qu'il y a 3 phases. La première phase, qui a été la période de confinement et qui s'est terminée globalement avec le plan tourisme, dans lequel nous avons été inclus. Et nous y avons travaillé pour être inclus, parce que c'était pas gagné, rien n'était gagné d'avance. On en parlait ce matin, mais on a fait beaucoup de travail de lobbying. Ce matin, on évoquait qu'effectivement notre secteur n'était pas très connu par les politiques. C'est vrai, c'était pas un sujet. On s'en foutait, on n'en avait pas besoin. C'était assez étonnant d'ailleurs. Or, on en a bien besoin. Donc là, au moins, il y a un aspect positif, c'est que ces 6 mois, nous avons fait un bond énorme de la connaissance de notre métier. L'avantage, c'est que nous étions prêts. Nous avions les outils. Nous avions des statistiques que nous avons pu donner aux journalistes, des arguments que nous avons pu donner à nos hommes politiques et à leurs équipes techniques pour nous défendre, ce qui nous a permis effectivement d'obtenir quand même quelques compensations et d'être surtout intégrés à un secteur, puisque notre problématique, c'est que nous sommes un petit secteur au niveau de l'emploi et il faut penser comme le politique. Et le politique, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'emploi. C'est tout. C'est le seul vecteur. Vous regardez bien tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à l'emploi. Regardez les décisions qui sont prises, ou c'est pour sauver les emplois, ou c'est pour réembaucher par exemple des jeunes, mais tout est axé là-dessus. Donc il faut raisonner comme lui. Donc il fallait raisonner emploi. Donc on a essayé de pouvoir effectivement évoquer quand même le secteur, et nous avons estimé qu'il y avait 300 à 400 000 personnes qui travaillaient pour notre secteur d'activité, directement ou indirectement. Ce qui est sûr par contre, et ça l'État l'a bien compris, c'est que nous avons un impact très fort sur un secteur qui n'est pas directement le nôtre, qui est le secteur hôtellerie et restauration. Et nous avons à cette période-là sorti des premiers chiffres qui étaient la perte de la première période, je suis toujours dans cette première phase, de 15 milliards d'euros, dont la moitié était pour le secteur hôtelier et restaurateur. Alors bon, si le secteur événementiel se casse la gueule, c'est dommage, mais c'est pas trop grave. Par contre, un secteur qui concerne plus d'1 million de salariés, là, ça commence à piquer. Et c'est un secteur en plus qui est, par contre, lui, très fort en lobbying, avec des acteurs comme l'UMI, qui sont très implantés, qui sont très connus des services de l'État. Donc il était très important pour nous de pouvoir nous rattacher à ce plan qui allait sortir, et c'est le fameux plan tourisme qui est sorti le 14 mai dernier. Ça, c'est la première étape. La deuxième, elle est beaucoup plus floue. Elle est en différentes étapes. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, si on allait repartir pendant l'été, si ça allait s'améliorer. Ça avait l'air de s'améliorer, donc c'était des petits sauts de puce qu'on a fait avec des négociations.
puisque tout d'un coup, il y avait des décrets qui sortaient. Alors, évidemment, les plus marquants, c'est ceux de cet été. On a eu d'abord une première étape avec un décret qui reportait les événements, donc bloquait les événements jusqu'à fin octobre. Et on sait très bien, et on va le voir, on va en parler après, mais on sait très bien qu'à partir du moment où on parle des événements de plus de 5000 personnes, tout le secteur s'effondre. On en a la preuve, c'est avant le confinement. À partir du moment où ils ont interdit les événements de plus de 5000 personnes, la moindre réunion de 50 personnes s'est annulée. D'ailleurs, je vous en donne un exemple de 10 minutes. Je viens de lire mes mails et j'ai un événement qui est une convention qui devait se faire au mois d'octobre chez nous. Elle est annulée. On n'est pas sur un salon, ils ne sont pas 5000, ils sont 400, mais ils ne seront pas au centre de congrès au mois d'octobre, ça c'est sûr et certain. Donc on sait que le château de cartes va s'effondrer. Donc il est très très important pour nous que cette taxe de 5000, on arrive à le traiter si possible. Donc, deuxième phase, fin de cette deuxième phase, je ne vais pas être trop long sur le sujet, fin de cette deuxième phase, on a ce décret qui sort au mois de juillet, on le travaille en combat et on réussit le 27 juillet à avoir effectivement une annonce officielle du gouvernement au 1er septembre. On repart tous. Formidable. Et on s'est dit, ça y est, la crise est derrière nous, fin de la deuxième phase. Et puis là, on a la troisième. Elle n'est pas terminée, elle ne fait que démarrer. Et son premier démarrage de cette troisième phase, c'est le 13 août. Jean Castex indique qu'effectivement, les événements de plus de 5000 personnes seront interdits jusqu'au 31 octobre et la fin du bal. Alors, on essaie de négocier, des bouts de gras. Là, cette semaine, c'était effectivement 5000, mais par hall. Voilà, donc on attend toujours la réponse du Conseil de défense. Vu l'ambiance générale, je pense que de toute façon, c'est plus le sujet. Donc, on parlera de la suite après. Alors, Marie-Laure, quels sont comment est-ce que ça impacte Eurovette ? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Eurovette ? Et puis, comment ça vous impacte, vous, aujourd'hui, cette crise ? Bonjour, on est comme tout le monde, hein, on est évidemment très très impactés. Nous, on a eu de la chance, on organise des salons de mode, donc on a 2 sessions par an, et on a sauvé les sessions de janvier, donc c'est déjà ça. En gros, pour vous donner des chiffres un peu plus concrets en ce qui concerne Eurovette, nous on perd 50% de notre chiffre d'affaires sur l'année, parce qu'on a eu la chance d'avoir des événements en janvier. On fait 80% de notre activité dans le domaine de la lingerie, du maillot de bain, avec sur ces 80%, 50% de notre chiffre d'affaires en France et le reste à l'étranger. On a notamment des salons à New York, en Asie, sur le secteur, en plus de nos salons parisiens. Et puis, on a une société basée à Annecy qui fait des salons dans le domaine du sport outdoor. Et on va annoncer cet après-midi qu'on annule le High Five Festival, qui était l'événement qui devait se tenir début octobre de 25 000 personnes et qu'on avait encore maintenu jusqu'à présent. Donc, suite à l'annonce de ce matin, qui en plus a dit qu'il n'y aurait pas de dérogation, alors c'est dans les zones rouges, mais on s'attend, et Pierre-Louis, tu le confirmais, à ce que ça, de toute manière, soit... Et puis, comme tu le disais, de toute manière, derrière la confiance des exposants, quand il y a ce genre d'annonce, c'est terrible, quoi. Donc, et puis nous, c'est un festival de jeunes. Donc, on a 25 000 jeunes riders qui viennent. Et puis, c'est le festival de Cannes du film sportif. Donc, on avait les films parce que les gens ont réussi à faire des films, mais on pense qu'on n'aura pas le visitorat et qu'on n'aura jamais l'autorisation du préfet. Et l'autorisation du préfet, c'est 3 jours avant qu'il va se décider. C'est ce qu'il nous dit. Donc, on ne peut pas attendre 3 jours avant sur ce type, évidemment, d'investissement. Donc, voilà. Donc, nous, on perd 50% de chiffre d'affaires. Je vous dis, les dégâts sont limités. On a ouvert le bal, nous, hein, parce que Sport Achat Hiver, qui est notre plus gros événement sur Sporter, notre filiale Sport Outdoor, ça représente 60% de notre marge. On l'a annulé le 9 mars au soir, puisque j'avais raccroché avec mes équipes, on avait terminé le montage, tous les exposants étaient repartis chez eux, il était 20h. À 20h05, elle me rappelle, elle me dit « Marie-Laure, vous avez entendu ?» Je dis « Bah non, je suis en train de faire à manger pour mes gosses. » Et là, c'est le gouvernement qui annonçait qu'il n'y avait plus d'événements de 5000. Donc, on a rappelé tous les exposants pour leur dire qu'on démontait le lendemain matin. On a rappelé nos prestataires. Et je peux vous dire que, comme vous l'avez tous vécu, c'est un coup au moral terrible parce que dans ces cas-là, en plus, on a tout dépensé, quoi. Et les exposants aussi. Donc, sur le plan relationnel, commercial, etc., tout ça, c'est très compliqué. Après, derrière, Paris, on a d'abord reporté nos événements de juin à début septembre, en même temps que les salons de mode.
Ensuite, on y croyait à fond. Hein, on a tous communiqué ensemble pour dire qu'on se reportait tous et qu'on allait se tenir, etc. Et puis, on était obligé d'annuler aussi l'événement de début septembre. On a derrière annulé notre salon de New York. Pareil, on y croyait au début, résilience des Américains. Puis après, on se faisait insulter par les Américains quand on les appelait. Donc, on s'est dit qu'on allait arrêter aussi le salon de New York. Et donc là, je vous dis, on avait encore 2 événements de planifier, donc un mi-septembre et un début octobre, qu'on va également annuler parce qu'on n'a pas assez de représentativité exposants. On a plutôt une bonne réaction des visiteurs, en fait. Les visiteurs, ça leur manque. Les événements, l'énergie qu'il y a sur les événements leur manque. En plus, on fait des beaux événements en général, donc avec des gens de qualité, hein, dont certains sont autour de la table. Mais voilà, côté, il vous faut des exposants, quoi. Et les exposants, on les a pas. Donc, on est obligé d'annuler. Ok, Fabrice, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de voir aujourd'hui, donc on a vu au niveau organisateur, au niveau de la filière en général, et peut-être de comprendre un peu l'état des lieux au niveau des prestataires de cette filière, c'est-à-dire les agences design et stand, et aussi les adhérents, les prestataires de Prestalliance. Oui, ma position et mon rôle est non pas compliqué, mais en fait, elle représente tous ceux qui sont assis sur cette table et vous expliquer où c'est que vous en êtes, c'est un peu cocasse, on est d'accord. Après, je synthétise un petit peu l'ensemble des retours et des risques. Aujourd'hui, on est dans l'attentisme. Alors même si depuis ce matin, je pense que l'attentisme a pris un grand coup, parce qu'on sait qu'on ne va pas redémarrer avant fin octobre. En gros, on pense qu'on verra rien en septembre, rien en octobre. Je rappelle effectivement que nous sommes arrêtés depuis le 29 février ou le 3 mars, le 4 mars pour effectivement certains, que ça commence à devenir dur. La problématique de notre profession aujourd'hui, elle est de savoir quand c'est qu'on va redémarrer. Et on n'aura pas la date, clairement. On sait, ça c'est un élément important sur notre secteur qui est l'événementiel dans sa grande globalité, que la reprise économique prendra entre 8 mois et 12 mois à partir du moment où on a un début de reprise. C'est un élément important, c'est le seul que l'on ait. Je ne sais pas si on peut se tabler dessus, mais c'est au moins une première base. Ce qui veut dire que, grosso modo, si on avait repris au 1er septembre, on aurait vu une reprise entre avril et septembre de l'année prochaine pour arriver à un périmètre à peu près normal. Alors, le périmètre normal, c'est important, hein, le périmètre normal, c'est entre 60 et 90%. Le périmètre qu'on imagine être normal. On sait qu'on va perdre à peu près 15% avec la virtualisation des éléments, et puis tout ça va reprendre sur plusieurs années. Aujourd'hui, l'information de ce matin, qui est évidemment pas, qui est très pessimiste, nous fait dire que si on redémarre en novembre, on est sûr d'avoir une activité à peu près normale en septembre de l'année prochaine, au mieux. Et si on ne redémarre pas en novembre, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui, les projections sur l'évolution du Covid peuvent imaginer une reprise en décembre ou en janvier. Ça veut dire qu'on ne reprend pas avant janvier 2022. Là, je vois que les yeux me regardent en se suicidant, mais en fait, il faut quand même à un moment donné regarder les choses en face, parce que c'est la... Oui, non, mais je sais bien. C'est effectivement, c'est la vérité. Alors maintenant, une fois qu'on a posé ça, qu'on a posé ce constat-là, c'est stop ou encore. C'est-à-dire on arrête, ou on attend, on se met en position de continuer, ou on se met en position d'arrêter. Je crois que c'est toute la question. Je ne sais pas si le débat va amener la réponse à cette question, mais je pense que c'est la question que se pose la totalité de la profession d'ailleurs, hein, y compris les organisateurs et nous-mêmes. Voilà. On reviendra sur ce point justement de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du salon. Je vais repasser la parole à Pierre-Louis Roucarias. Alors, quelles actions ont été menées pour soutenir les entreprises auprès des pouvoirs publics ? Alors, on va reprendre cette troisième phase dont je parlais tout à l'heure. Et je voudrais effectivement aller dans le sens de Fabrice. On n'est pas là pour se faire plaisir. Il ne se passera plus rien. C'est fini. C'est-à-dire, dans 10 jours, toute la France sera en zone rouge. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un château de cartes. C'est un principe d'abord de confiance. Ce n'est pas un principe technique. C'est de la confiance. Il n'y aura plus la confiance. Donc, tous nos événements vont s'arrêter. Quasiment. Donc, ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Ce n'est pas la peine d'avoir un hypothétique espoir sur une activité qui ne viendra pas. Aujourd'hui, vu ce qui s'est passé au mois d'août et cette succession d'événements, d'informations,
fait qu'effectivement, on a une sorte de chape de plomb qui est au-dessus de nous et qui va supprimer la confiance de tous les acteurs du processus. Donc, c'est terminé. Et je pense qu'effectivement, moi, je vous conseille de faire une croix sur l'activité sur le 4e trimestre, hein, comme ça, au moins, on est tranquille. Et là, on en reviendra après sur les perspectives. Je crois que c'est la 3e question, donc je ne voudrais pas y revenir dessus. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour tenir, en fait? Puisqu'en fait, il faut avoir 2 visions. Une très court terme et une sur comment on va s'activer demain. Bon. La première, elle vient de vous et elle vient de ceux qui vont vous défendre, donc avec Ralliance, avec Unimev, auprès des services de l'État. Très clair. Donc aujourd'hui, on a obtenu toute une série d'éléments. Cet après-midi, à 17h, Olivier Roux, le président exécutif d'Unimev, est avec Bruno Le Maire. L'objectif, c'est de négocier donc, les actions sur l'automne. Comme je l'évoquais ce matin, ce n'est pas la peine de réclamer, puisqu'on le fait tous depuis des mois, mais là aussi, on comprend, on apprend en marchant. Ce n'est pas la peine de leur demander des trucs sur 1 an. Ils nous disent non. Puisqu'en fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est... Ils font par étapes. Ils ne savent pas plus que nous. Donc ils se disent, bon, on va leur donner des trucs sur 3-4 mois, et puis on verra dans 3-4 mois s'ils en ont encore besoin. Non, mais ce n'est pas la peine de réclamer d'avoir du chômage partiel à 70% jusqu'en juin. Ils nous le donneront, enfin juin 2021, ils nous le donneront jamais. Donc on va négocier des points jusqu'à la fin de l'année, le plus possible pour alléger les charges des entreprises. À vous de faire de même. À vous de faire de même. C'est-à-dire, effectivement, là, il faut raser très près. Gratis, pas gratis, mais très près, ça c'est sûr, pour qu'effectivement vous soyez là demain. Gardez votre valeur ajoutée, les ressources les plus importantes de votre entreprise pour repartir demain. Parce que par contre, je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir de notre secteur d'activité. C'est quand même pas la première crise qu'on prend. Ce matin, Fabrice, tu évoquais qu'on avait perdu 40 ou 50%. Votre secteur avait perdu 40 ou 50% d'activité en 1 an, en 2009. Bon, on a une capacité, c'est oublié. Là, on estime que l'activité peut perdre 20%. Bon, c'est rien. On est d'accord, 20% c'est rien. On peut s'adapter sur 20%. Donc, tenez le coup, moralement. Faites que votre entreprise puisse tenir le coup. Et on va essayer, avec nos arguments, de convaincre l'État de nous aider encore quelques mois, le temps de repartir. On en a quand même un très gros argument, c'est qu'ils nous ont beaucoup aidés au printemps dernier. Ce serait quand même ballot de perdre des centaines de millions d'euros, parce qu'aujourd'hui, on nous sort la trappe, et que toutes les entreprises qui ne sont pas tombées au printemps dernier tombent aujourd'hui. Donc voilà, on va adapter, je pense, les demandes que nous faisions pour qu'elles correspondent aussi aux politiques. J'évoquais ce matin, par exemple, l'histoire du PGE. Moi, c'était pour moi un élément phare. Le PGE, il fallait le reculer d'1 année. Il fallait repartir sur mars 2022. Aujourd'hui, c'est foutu. J'ai lu dans les Échos hier que Bruno Le Maire était très content d'avoir négocié avec les banques de 1 à 3% le PGE. Ça y est, c'est foutu. Politiquement, c'est mort. Il ne reviendra pas sur le PGE. Donc ça, c'est déjà, on peut faire une croix dessus. On va en parler, mais on sait très bien qu'ils vont le mettre de côté, puisque la parole politique est déjà sortie. Donc il faut raisonner par rapport à ces éléments-là. Voilà, donc ce qu'on peut dire. Et vous verrez quand même, là j'ai été très négatif, mais je ne crois pas. En fait, il faut juste avoir un discours de vérité sur la situation. Mais vous allez voir que sur les perspectives, ce n'est pas si mal que ça. Ouf. Je voulais peut-être passer la parole à Fabrice avant de vous donner, juste pour voir. Alors, on a parlé de l'Unimev, mais peut-être de manière peut-être plus micro au niveau des prestataires de Créalliance. Quelles sont les grandes mesures qui ont été négociées et obtenues auprès du gouvernement? Alors, c'est les mêmes mesures pour tout le monde. C'est les mesures qui sont liées au tourisme, ce qui était une bonne idée de nous associer avec eux, enfin, tout à l'heure en préambule. On a le choix. Alors, on a quelques points encore sur lesquels on n'est pas sûr, parce qu'effectivement, entre les annonces, les ordonnances et les décrets, il y a tout souvent 1 mois, 2 mois, 3 mois qui se passent entre chaque. Donc aujourd'hui, clairement, on a le chômage dans les conditions actuelles. Pour moi, jusqu'au 30 décembre, pour Philippe aussi. Pour Pierre-Louis, non, mais au moins jusqu'au 30 septembre. Bon, voilà, donc c'est le taux de remboursement. Sinon, on a le droit jusqu'au 30 décembre. On a effectivement un allègement, une exonération des charges sur la période de février à mai, c'est-à-dire la période qui est payée
de mars à juin, il ne faut pas que je me trompe. On a l'accès du PGE, et j'ai lu les échos comme toi, Pierre-Louis, sauf que moi j'ai compris le contraire de ce que tu as dit. On a le report d'une année supplémentaire de franchise, mais au taux de 1,2 ou 3%, et non pas au taux de 0,25%. Voilà. Alors, il faut qu'on confirme. Alors, je vous avoue que toute la difficulté pour Pierre-Louis, pour moi et pour tous les gens qui négocient avec les autorités de l'État, c'est que le message qui est renvoyé n'est jamais renvoyé à la personne qui pose la question, premièrement. C'est un cas. Et la réponse n'est jamais aussi claire que la question. Donc, il faut toujours traduire dans les faits. Mais ça s'apprend et on le voit. Et entre la réponse politique, l'ordonnance et le décret, il y a toujours une différence qui est énorme. Voilà en gros ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, tu as parlé d'un sujet qui est important. C'est l'UNIMEV ne sera jamais le PDG ou le gérant de vos entreprises. Hein, c'est important. Et que c'est à chacun dans ces entreprises à se mettre en phase avec la situation actuelle. Je suis d'accord sur la reprise en septembre, certainement l'année prochaine, et il faut se mettre en phase pour y aller. La problématique de notre profession, si je dois parler de notre profession, elle est terrible. C'est-à-dire qu'en gros, depuis des années, nous gagnons 3% de notre chiffre d'affaires. C'est à peu près notre rentabilité. Je parle de la profession des prestataires. On gagne à peu près entre 3%. Pour ceux qui auraient fait des PGE à 25% de leur chiffre d'affaires, ou qui seraient tentés par l'annonce qui a été faite hier, de nous redonner un crédit supplémentaire à hauteur de 15 milliards. Enfin, pas 15 milliards pour chacun, voilà, mais... donc de reprendre hors taxe, 15%, 15 milliards hors taxe. Pour ceux qui seraient tentés d'y retourner, ou en tout cas pour ceux qui ont fait déjà 25%. Il faut savoir que 25% avec un taux de rentabilité à 3%, ça donne à peu près entre 7 et 8 ans de travail pour rembourser le PGE. Il y a un vrai sujet là-dessus. C'est pour ça que on en discutait tout à l'heure avec Pierre-Louis et on va se battre pour que les aides qui arrivent maintenant ne soient plus des prêts, mais ce soient des dons. Parce que, de toute façon, avec 25%, en gros, déjà, 7 ans, c'est long hein, pour rembourser. Et ça veut dire aussi dans nos entreprises, et il faut le toucher du doigt, un point positif, un point négatif, ça veut dire pour nos entreprises que pendant 7 ans, on ne pourra pas acheter une mobilette ou une visseuse. C'est évident, puisqu'on sera sur un taux d'endettement, même si les banques disent qu'effectivement, elles ne considéreront pas le PGE comme un taux d'endettement, on sait pertinemment que oui. Voilà, donc on ne pourra pas acheter une mobilette. Donc ça veut dire 7 ans sans investissement productif. Donc imaginez si on repart au pot et qu'on reprend encore... voilà. Donc c'est la proposition qui est arrivée ce matin, qui est plutôt intéressante, en disant on va vous redonner de l'argent pour attendre la reprise de 2022, elle est intéressante, sauf qu'on ne pourra jamais la payer. Premier point. Ça, c'est pour le point négatif. Le point positif de notre profession, elle est la chute du prix. Qu'on craint tous, qu'on a vécu tout ça en 2009. Évidemment, moins de travail, donc une offre supplémentaire, une demande qui diminue, croisement, et le prix qui baisse. Là, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible parce qu'en plus de devoir récupérer nos déficits, en plus de devoir gagner de l'argent, en plus de payer les restructurations que l'on va forcément faire, on en parlera peut-être, mais je ne sais pas si c'est le sujet, il va falloir en plus rembourser le PGE. Donc j'aimerais autant vous dire que le maintien des prix est une obligation, c'est évident, et que nous allons avoir le même enchaînement sur les prestataires qui sont en dessous. Ça ne peut pas être autrement. Et ça aussi, c'est un sujet. Parce que le marché, c'est bien beau d'augmenter les prix ou de les tenir, mais il faut que le marché puisse l'absorber. Est-ce que le marché demain pourra absorber un maintien des prix, une augmentation des prix? J'en sais rien, je n'ai pas la réponse. Mais évidemment, ça va remodeler cette totalité-là. Juste un point, parce que je pense que c'est un sujet très important, des choix que vous allez faire en tant qu'entreprise. Je suis complètement d'accord avec toi, ne baissez pas vos prix. Je vous donne juste un exemple parce que je l'ai observé. C'était une analyse que j'avais faite sur la cinquantaine de prestataires dans tous les secteurs d'activité que j'avais avec l'ouverture du centre de congrès qu'on a fait en 2009. Donc au début de la crise, on a ouvert un centre de congrès au début de crise. Donc en quoi on peut faire tout plein de choses. Puisque maintenant on va aller un peu plus loin, même 10 ans après. Sur les 50 entreprises, celles qui ont survécu, c'est celles qui n'ont pas baissé les prix. Parce qu'en fait, ça les a mis dans une spirale infernale qui n'ont fait que retarder le moment de fermeture. Ceux qui ont maintenu leur prix et la qualité des prestations, alors ils ont eu d'autres difficultés,
ça a été compliqué, c'est des choix pas faciles, parce qu'effectivement, on a ce choix de pouvoir dire je baisse le prix pour garder mon client, mais en fait, ça les met dans un processus, une spirale infernale, qui fait qu'en fait, ils n'ont pas été présents en 2012-2013 quand l'activité a repris. Alors, Marie-Laure, quand on est organisateur, non, du point de vue de l'organisateur de salon, est-ce que aujourd'hui, donc on a plutôt tendance, moi j'écoute et j'ai l'impression qu'on dit, bah mettez-vous à la cape, ça va être très très difficile. Aujourd'hui, est-ce que de votre point de vue, est-ce que c'est si facile que ça, ou est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est important de garder des dates et de garder vraiment des dates, des moments, un rythme avec les exposants, et comment est-ce qu'on peut faire, quoi? Bon, alors moi, je vous donne une vision un peu plus microéconomique, à hauteur de notre entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Évidemment, on a joué sur le chômage partiel. Évidemment, on a commencé à restructurer et on va continuer. On a un événement, nous, fin janvier, qui est notre plus gros événement en France, qui est un événement très international, avec le Grand International qui vient, etc. Donc, on va essayer de le lancer et de le tenir, sachant qu'on le vend en novembre. Donc, on commence là. On a déjà des premiers retours. Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les exposants, ceux qui veulent venir, ils nous disent qu'ils viendront avec moins d'investissement. Donc, en effet, si vous maintenez vos prix, de toute manière, vous avez baissé votre chiffre d'affaires, parce que les événements qui se tiendront début 2021, pour ceux qui se tiendront, forcément, ils seront de taille inférieure, ça on le sait. Au mieux, c'est moins 20%. Encore au mieux, ça peut être moins 40. Au pire, ça peut être 0 si en effet, on ne trouve pas de vaccin. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la seule chose qui nous sauvera, c'est qu'on trouve un vaccin et qu'on arrête un peu la psychose, ou qu'on arrive vraiment à vivre avec ce virus de manière équitable pour toutes les professions. Parce qu'il y a quand même aussi un sentiment un peu d'injustice d'une profession à l'autre. Et je pense que c'est un des discours aussi du NIMEV, qui est de montrer le professionnalisme de notre profession, où en effet, on est passé déjà par le terrorisme, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de maintenir le lien avec nos clients, parce qu'on ne les voit plus physiquement, et que vous savez que le gros problème d'un organisateur de salon, c'est quand le client il décide de rayer la ligne d'investissement, parce que finalement, il ne l'a pas fait, et puis qu'il se dit, bon, est-ce que je vais le refaire l'année d'après, quoi. Donc nous, c'est très important qu'il ne raye pas cette ligne, et que tout le monde sache bien qu'il y a toujours des événements qui vont se tenir à l'avenir, et toujours à peu près aux mêmes dates. Donc évidemment, comme tout le monde, on est allé sur le digital. Nous, on l'a fait d'une part pendant le confinement pour tenir le lien avec nos clients. Donc on a fait plein de visios avec nos clients, on a fait des tours du monde avec nos détaillants pour faire en sorte qu'ils échangent des trucs pour aller mieux dans l'avenir, etc. Ce qui nous a permis de montrer qu'on était toujours présents, que le salon était au service de la profession, etc. Donner rendez-vous au départ début septembre, et puis maintenant on leur donne rendez-vous en janvier. On a commencé à développer une plateforme digitale, parce que quand on a vu qu'on allait annuler, on a voulu garder la date et bien donner rendez-vous aussi sur la deuxième partie de l'année en 2021, pour que les gens ne se disent pas finalement on viendra plus qu'une fois par an au lieu de 2 fois. Donc moi sur le digital, j'aime bien cette expression avec mes équipes, je parle de salon augmenté en fait. Et je pense que c'est important, parce que les mouvements qu'on voit, c'est qu'en effet les exposants, ils sont pour certains, dans la mode en tout cas, en train de développer des solutions alternatives digitales pour présenter leur collection d'une autre façon. Donc, après, moi, je ne suis pas inquiète sur le long terme. Je pense que dès qu'on pourra repartir, les gens ont besoin de se voir et que ça reviendra. Mais enfin, en tout cas, il ne faudrait pas qu'ils développent trop de solutions alternatives si la crise perdure. Et ce qu'on avait commencé à ressentir avant le Covid et qui va être accéléré par le Covid, c'est le fait que les visiteurs ils viennent par roulement maintenant, surtout sur les grands salons internationaux, ça coûte cher. Donc, avec en effet le Covid et la visio, on pense que nos visiteurs continueront à venir, mais ils viendront peut-être pas tous les ans. Et que donc l'outil digital est vraiment une façon d'augmenter l'audience en disant la manifestation physique se tient et on augmente votre audience grâce à d'autres outils. Donc nous, en fait, le digital, évidemment, on lance une plateforme au moment où le salon aurait dû se tenir début septembre à Paris, puisque c'est notre grand salon international, le 2e de l'année, de manière à ce que les gens, qu'on marque le fait qu'il y a une date et qu'il y aura cette date l'année prochaine également. Et on donne rendez-vous à la communauté. Donc on fait nos conférences tendances
qui lance les tendances mondiales, hein, parce que les gens vont faire peut-être moins de collections et moins de nouveautés, mais il y en a quand même certains qui en feront, en lingerie et maillot de bain. Donc on conserve nos grandes conférences tendances, on fait ce que fait tout le monde, hein, des showrooms pour les exposants, des prises de rendez-vous. On met quand même à disposition notre base de données clients pour nos exposants, donc c'est quand même super intéressant pour eux de pouvoir être en contact avec les visiteurs. Bon, s'ils le souhaitent, hein, c'est à l'aveugle évidemment au départ, mais ils n'ont pas toutes les coordonnées, mais ils savent ceux qui se sont préenregistrés, ce qui est important. Et ça répond bien côté visiteurs. Ce que je vous disais, les visiteurs, ils répondent mieux que les exposants. C'est sûr, en général, ils ne payent pas, donc c'est plus facile pour eux actuellement. Mais voilà, donc nous, on utilise ça. Moi, je suis aussi positive sur l'avenir. Est-ce que janvier, on réussira à le tenir? On en saura plus... je pense en novembre parce qu'il faut attendre que ça évolue. En tout cas, on va se battre pour essayer de le tenir parce que nous, on est une société moyenne hein, avec des réserves, mais on a bien pompé sur nos réserves là, cette année. Et on pense qu'en 2021, on aura aussi une année beaucoup plus difficile, évidemment, que les années habituelles. Donc, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, un peu comme vous, parce que ces organisateurs de taille moyenne, même s'ils allaient très bien, des années comme ça, il faut quand même les encaisser. Et on a aussi d'ailleurs fait des mouvements de rapprochement au niveau des groupes, hein, parce que nous, on a comme actionnaire Comexposium, et on s'est rapproché de Comexposium pour pouvoir faire encore des économies d'échelle supplémentaires, et pouvoir aussi, sur le digital notamment, ou sur d'autres réflexions de promotion, aller plus vite avec moins d'investissement. D'accord, merci. Alors, on a vu les mesures qui sont d'aide auprès des pouvoirs publics. Comment on peut réagir aussi quand on est organisateur de salon. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette période a amené un certain nombre de litiges et c'est de regarder aussi la possibilité de la médiation. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais laisser la parole à Sophie Henry qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est que la médiation. Et après, je vous expliquerai un cas qui m'a été donné très récemment par une agence design et stand. Voilà, sans citer le nom, mais on pourra l'étudier et voir est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la médiation est une possibilité. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je vais arriver un peu comme un ovni dans les interventions que j'entends depuis tout à l'heure, même si le contexte économique est le même dans tous les domaines d'activité sur lesquels on travaille. C'est pas très réjouissant, mais on sent que votre secteur est optimiste, quoi qu'il arrive, et c'est formidable de vous entendre. Donc, je suis très heureuse d'avoir entendu tous ces témoignages. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de la meilleure des options qui existent pour résoudre les conflits que vous pouvez rencontrer. Et en cette période de crise, ces conflits sont quelquefois augmentés ou en tout cas plus importants parce que chacun rencontre des difficultés, donc chacun a des difficultés à exécuter spontanément ses contrats ou à mettre en place le développement de l'entreprise. Donc ça va être un petit peu technique, je vais essayer de rester le plus accessible possible, mais n'hésitez pas à me poser des questions ensuite. Donc je vais intervenir quelques minutes pour vous expliquer ce qu'on fait et comment on fonctionne. Alors moi, je suis avocat et depuis quelques années, je m'occupe du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Alors attends, il faut que j'attrape cette petite machine. Ouais. Voilà. Alors, on est... Bon, c'est bien là. Vous allez, attention qu'il n'y en ait pas un qui tombe. Non, mais je vais expliquer ce qui est. Attention à ne pas reculer trop quand même. Hein. Voilà, donc nous, on intervient donc, pour les entreprises. Donc, on est un centre destiné aux entreprises et on s'occupe de toute la gestion de leurs conflits, quels qu'ils soient. Et on travaille à sensibiliser, comme aujourd'hui, les différents acteurs du monde économique, juridique et judiciaire à toutes ces pratiques. Et puis, on est aussi centre de formation. Et donc, on souffre beaucoup en ce moment sur cette activité. Alors, vous avez tous, peut-être, sûrement, été confrontés à des litiges dans votre activité et c'est souvent synonyme, c'est pas quelque chose qu'on aime bien le litige puisque ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie parce que pendant ce temps-là vous développez pas vos activités et puis ça met en cause de la pérennité de vos relations commerciales donc c'est pas ce que vous préférez.
Vous avez plusieurs solutions pour gérer vos litiges. Soit vous négociez, c'est ce que tout le monde fait. S'il y a un problème un jour, on va déjà commencer par essayer de s'expliquer avec la personne avec laquelle on a un litige, mais quelquefois ça ne se passe pas très bien et la communication ne passe plus. Il y a la possibilité de la médiation, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis sinon, il y a la voie d'après, qui est la voie judiciaire. Donc on va recourir au tribunal, ou l'arbitrage. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais juste pour que vous ayez ça en tête. L'arbitrage, il n'y a pas que l'arbitrage tapis, il y a d'autres arbitrages qui existent dans le monde des affaires, et c'est en fait des juges privés que les entreprises rémunèrent pour avoir une solution plus rapide, et avec des juges qui sont en général des professionnels de leur branche et qui connaissent bien leur activité, et donc qui sont plus à même de comprendre la problématique économique qu'un juge de profession qui lui est plus orienté juridique qu'économique. Voilà. Donc ça, c'est l'arbitrage. Donc c'est une justice privée rémunérée par les entreprises. C'est beaucoup utilisé à l'international. C'est même essentiellement la voie de résolution des litiges des entreprises à l'international, mais c'est aussi utilisé en France. Alors, j'aime bien cette phrase parce qu'on avait invité Thierry Breton, qui est maintenant parti en Europe, mais on l'avait invité pour signer une charte de la médiation, et il avait eu cette phrase que j'aime beaucoup: les entreprises ne sont pas là pour gagner des procès, mais des parts de marché. Donc l'idée, c'est que vous économisiez votre énergie pour développer votre entreprise et pas passer du temps et de l'énergie sur la résolution d'un conflit au tribunal. Donc la médiation, c'est quoi ? Très simplement, c'est un processus volontaire. Donc, il faut que vous ayez envie d'y aller avec une ou plusieurs parties, un ou plusieurs partenaires, que vous pouvez mettre en œuvre à tout moment, soit à la naissance du litige, mais même si vous êtes ensuite déjà dans le cadre d'une procédure judiciaire, avec l'aide du médiateur. Et la spécificité de cette procédure, de ce processus, c'est que ce sont les entreprises qui vont construire leurs solutions. Donc vous allez exposer au médiateur votre différend, et avec lui et avec votre autre partenaire, où au départ c'est un peu tendu, vous allez essayer de trouver une solution qui sera la vôtre, et vous pouvez la formaliser par un protocole d'accord qui aura une force exécutoire comme n'importe quel contrat. Donc l'idée de la médiation, c'est volontaire. J'y vais si je souhaite y aller, et je vais construire ma solution avec l'aide d'un tiers qui va m'aider, qui va m'accompagner. Alors, quand est-ce qu'on peut recourir à la médiation ? Je vous l'ai dit, à tout moment. Soit vous mettez une clause dans votre contrat. C'est très utile si vous avez... c'est très important, par exemple, si vous constituez une société, de mettre une clause de médiation dans le cadre des conflits entre associés, parce que même si on vous dit souvent de ne pas faire des pacte d'associés à 50-50, on en trouve encore beaucoup, et puis quand ça ne se passe pas bien, eh bien, il faut aller au tribunal. La médiation est un outil vraiment très adapté pour les conflits entre associés. Donc on peut le mettre dès la rédaction d'un contrat, on peut le mettre à la naissance d'un litige, on va en reparler sur le cas pratique. Donc une difficulté surgit avec un partenaire, on peut recourir à la médiation même si on n'a pas de clause dans le contrat. Soit tout le monde est d'accord pour y aller, soit une partie est d'accord, on va essayer de convaincre l'autre. Et comme je vous le disais aussi, devant le juge, alors même qu'il y a déjà une procédure judiciaire, vous pouvez demander au juge, ou le juge peut vous proposer de faire une pause dans la procédure judiciaire et de recourir à la médiation. Alors, nous, ce qu'on propose au CMAP, c'est 4 types de médiation. C'est le conflit commercial, on va y revenir. C'est le conflit entre les salariés et les dirigeants, ou entre salariés. La médiation collective, c'est avec les associations de consommateurs, c'est peu développé en France, c'était lié à l'action de groupe. Et puis la médiation de la consommation, vous y êtes tous, tous les professionnels qui sont en lien avec des consommateurs ont une obligation de proposer maintenant la médiation. C'est un décret du 30 octobre 2015, c'est payant pour l'entreprise et gratuit pour le consommateur. Alors, les typologies de litige, c'est n'importe quelle typologie de litige. Je vous en ai mis quelques exemples, parce que j'ai commencé par évoquer celui-ci, c'est le conflit entre associés ou entre actionnaires. Ce qu'on va rencontrer beaucoup en ce moment à l'issue de la crise sanitaire, où la crise sanitaire est encore en cours, c'est des difficultés d'exécution des contrats en cours. Une rupture abusive d'un contrat, là aussi, on commence à voir arriver des dossiers sur cette typologie de conflit. Et puis, merci beaucoup, une qualité de produit ou de service qui n'est pas conforme à vos attentes, tout ce qui concerne les marques et les brevets, et puis la médiation en entreprise, on l'a évoqué, et les litiges liés au bail commercial. On a beaucoup de problématiques aujourd'hui sur la thématique du bail commercial, les entreprises ne pouvant plus faire face à leur traite. Alors, je vous ai évoqué 4 types de médiation. Il y en a une 5e que nous, on ne traite pas, mais qui, à mon avis, est importante à évoquer pour vous aujourd'hui. C'est la médiation de Bercy, avec un médiateur qui est à Bercy, qui s'appelle Monsieur Pierre Pelouzet, et qui
qui offre, que vous pouvez saisir pour les litiges avec les institutions gouvernementales, quelles qu'elles soient. Donc là aussi, ça peut être utile. Hein. Donc c'est sur le site du ministère de l'Économie et des Finances et c'est gratuit pour les entreprises. Hein. Donc si vous avez besoin de coordonnées, je serai à votre disposition pour vous les donner. Alors, quand est-ce qu'il faut suggérer la médiation? J'allais dire, on peut la suggérer tout le temps, mais particulièrement quand on a des relations à long terme qu'on souhaite privilégier. Hein. On a un partenaire avec qui on travaille depuis longtemps, il y a une problématique à un instant T, aller au contentieux judiciaire, c'est la fin de la relation. C'est rare qu'après s'être envoyé une assignation, on se reparle et on va boire un verre ensemble. Je n'ai pas beaucoup vu ça. La confidentialité, la médiation, c'est un des principes essentiels de la médiation, c'est la confidentialité. La situation est bloquée, votre seule option, c'est le judiciaire, donc vous pouvez tenter la médiation dans ces cas-là. Une situation juridique complexe, c'est souvent sur les dossiers à l'international où il y a beaucoup de parties en cause et donc ça devient compliqué de réunir tout le monde. Les conséquences budgétaires, quand elles sont trop importantes, c'est l'hypothèse qu'on va voir là dans le cas pratique, c'est-à-dire que vous avez un conflit avec un enjeu financier qui n'est pas négligeable, hein, puisque votre entreprise dépend du recouvrement des factures que vous émettez. Mais aller au contentieux, vous savez que ça va vous coûter cher, que ça va durer longtemps, et vous vous posez la question de savoir si l'enjeu budgétaire justifie une action judiciaire. Donc dans ces cas-là, la médiation est une bonne option. Et puis quand il y a urgence, qu'on ne peut pas attendre, les délais devant les tribunaux sont en général de l'ordre de 1 à 3 ans, si on inclut l'appel. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, les juges audience à 2021-2022 pour les premières audiences. Donc voilà, donc quand on fait une assignation en justice aujourd'hui, si on n'est pas en référé en mesure d'urgence, les délais sont particulièrement longs, mais notre ministre de la Justice nous a promis beaucoup de choses, donc on espère que ça va bouger. Alors, en revanche, la médiation, elle n'est pas appropriée. Si vous avez un partenaire de mauvaise foi qui ne vous répond jamais, à qui vous écrivez, vous téléphonez, vous envoyez des mails, des pigeons voyageurs, des fleurs, il ne répond pas, soit il est déjà en faillite, soit il n'a pas envie de négocier avec vous, je pense que là, dans ces cas-là, il vaut mieux être plutôt plus ferme et la médiation n'est pas tout à fait adaptée. Une tierce partie qui fait défaut, c'est la problématique des dossiers où vous avez un assureur qui va gérer le dossier pour vous. Dans ces cas-là, il faut qu'il soit présent autour de la table. Une partie qui ne fait pas de concession, je rejoins un peu la mauvaise foi. Si vous sentez que dans les discussions préalables en égo, ça ne bouge pas beaucoup, la médiation, ce n'est pas tout à fait adapté. Ou quand dans des entreprises, on veut une solution tranchée en droit, c'est-à-dire que vous voulez que le juge rende une décision sur laquelle aucun tiers ne reviendra. C'est souvent utilisé pour tout ce qui concerne les marques, hein, où les marques veulent défendre leurs produits et elles veulent des décisions de justice pour éviter toute remise en cause de leur marque. Alors, les grands avantages de la médiation, gain de temps, je vais y revenir, coût maîtrisé, puisque vous savez à l'avance à peu près ce que ça va vous coûter, confidentialité, on l'a vu, processus créatif, vous venez en disant je veux le paiement de ma créance de 50 000 €, et vous allez ressortir avec une autre solution, vous allez garder votre partenaire commercial et peut-être redévelopper d'autres contrats, donc c'est très créatif, c'est vous qui définissez la solution. Vous allez garder votre partenaire et puis, encore une fois, on ne va pas vous imposer une solution comme dans le cadre d'une procédure judiciaire. Alors, sur la durée moyenne d'une médiation, c'est à peu près une quinzaine d'heures. Donc, vous voyez, c'est très rapide. On vous a mis ici en fonction des enjeux en litige. Donc, pour un litige à moins de 25 000 €, c'est 5 heures. Pour un litige à plus d'1 million d'euros, c'est plutôt 25 heures, peut-être parce qu'il y a plus de problématiques et plus de complexité dans les dossiers. Mais voilà, la durée moyenne, c'est 16 heures. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est vraiment rapide. Alors, ça se tient en plusieurs réunions, hein, donc ça peut durer 1, 2 à 3 mois, parce qu'il faut trouver du temps pour fixer une réunion. Alors, pendant le Covid, pendant la crise sanitaire, on a fait comme vous, on a digitalisé, on a fait les réunions en visioconférence, mais comme vous le disiez aussi, les gens, ils ont besoin de se rencontrer, surtout en médiation, c'est de la communication, donc dès que ça a été possible, les parties sont revenues en présentiel pour résoudre les conflits. Ça, c'est les barèmes du CMAP, donc, qui sont consultables sur notre site et qui sont liés à l'enjeu en litige, avec des taux horaires qui sont partagés entre les parties. Donc la moyenne, le coût moyen d'une médiation, c'est 8 000 €, et là aussi, ça dépend de l'enjeu en litige. Pour un litige jusqu'à 25 000 €, c'est 750 € à partager entre les parties. Donc vous voyez tout à l'heure, quand je vous évoquais l'idée de la proportionnalité budgétaire, pour un petit litige, ça vaut le coup de tenter une médiation. Alors vous n'allez pas trouver une solution à tous les coups, mais si l'enjeu financier n'est pas très important, ça vaut toujours le coup.
Et pour des litiges à fort enjeu financier, parce qu'on a des litiges à plusieurs millions, même au milliard, on a eu des litiges avec 1 milliard d'enjeux, ça reste, vous voyez, tout à fait accessible pour des grandes entreprises ou des entreprises internationales, puisque la moyenne, c'est à peu près 16 000 €, le coût moyen d'une médiation pour des gros litiges. Voilà, alors qui est ce médiateur dont je vous parle depuis tout à l'heure? Ce sont des professionnels, donc soit des professionnels du droit, des avocats, des juristes, soit des entrepreneurs. Donc on a des entrepreneurs dans tous les domaines. Dans le domaine de l'événement, on n'en a pas encore, donc j'espère qu'on en aura bientôt. Mais voilà, ça recouvre tous les secteurs d'activité et toutes les positions dans l'entreprise. Ça va d'un commercial à un directeur des achats, à un juriste, à un ingénieur. Voilà, donc après, en fonction de la typologie des litiges, on fera appel à des médiateurs qui connaissent bien le domaine d'activité. Ils sont tous formés aux techniques de la médiation, donc c'est un processus qui s'apprend. L'important, c'est d'avoir une disponibilité et une qualité d'écoute, bien évidemment, puisque vous allez écouter les problématiques des uns et des autres, et surtout de faire preuve d'impartialité et de neutralité, d'avoir la même écoute pour chacune des parties. Voilà, alors comment ça marche? Ça, on va voir très rapidement. Il suffit de saisir le centre de médiation. On est un centre de médiation parmi d'autres, hein, donc là je vous donne les modalités pour le centre de médiation et d'arbitrage de Paris, mais il y en a d'autres en France bien sûr. On va demander aux parties leurs souhaits sur le profil du médiateur. On va désigner un médiateur et qui choisira avec les parties les modalités de réunion, et puis on va se réunir pour construire une solution satisfaisante. Alors peut-être que je vais prendre le cas pratique que vous m'avez soumis pour illustrer tout ça. Oui. Voilà, ça c'est les étapes de la médiation. Je vais laisser là-dessus pendant que je vais répondre à votre cas pratique. Je suis désolée, j'ai été très vite pour essayer de respecter le timing, mais je serai à votre disposition pendant... Oui. Oui, tout à fait. Oui, parce que vous deviez avoir un peu mal, non? Ça va? Alors rapidement, puisque voilà, il nous reste 15 minutes. Alors j'ai pu discuter avec une agence de design des stands, donc voilà, pour étudier un cas concret. Donc c'est une agence design des stands qui a été mandatée pour une prestation de stand avec son client exposant pour le salon Big Data, qui était initialement prévu pour le 9 et 10 mars 2020, mais qui est reporté aujourd'hui au 14 et 15 septembre et qui normalement devrait avoir lieu puisqu'il est sous la jauge des 5000 personnes. Et que l'organisateur, bien sûr, communique sur son maintien. Donc le client, l'exposant, a payé une facture d'acompte de 50% de la prestation, de la commande avant le salon. De son côté, l'agence design et stand a payé une bonne partie de ses prestataires, souvent en avance, hein, le mobilier, une partie de la menuiserie. Les CCGV, donc de l'agence design et stand, disposent qu'en fait l'intégralité de la somme est due pour une annulation réalisée moins d'un mois avant le salon. Donc l'intégralité de la somme est due. Et il reste 2 factures, puisque 50% ont été payés, de 20 et 30%. Et ce qui est demandé, en fait, ce sont les 30%, parce que les 20% correspondent à du transport et à du montage-démontage, et l'agence design et stand ne les demande pas. Donc il y a un litige sur les 30%. Voilà. Le client a été complètement injoignable de mars à juin. Contacté en juin, il pense que, en fait, il dit que le salon est une aberration. En gros, il a fait une mauvaise année. Il donne le sentiment qu'il n'a pas vraiment envie d'y participer et il pense que le salon va être annulé. Voilà. Voilà. Donc c'est difficile à contacter et recontacter en septembre. Il souhaiterait quelque part peut-être le partage du risque, comme il dit, et il persiste entre refus et non-réponse. Voilà. Alors dans ce cas-là, quelles sont les possibilités offertes par cette agence, par la médiation? Alors, au regard de la description du litige, il semble que le co-contractant, donc l'exposant, répond, enfin, même s'il a été silencieux quelque temps, là, il semble reprendre la communication et même faire déjà peut-être des contre-propositions. Donc, il y a une volonté de négocier. Soit on arrive à une négociation directe, donc là peut-être que l'agence peut essayer de faire une contre-proposition à celle qui a été faite par l'exposant, hein, puisque j'ai compris qu'il disait qu'il voulait partager le risque. Donc est-ce qu'on peut repartir de là? Ou si le prestataire ne souhaite pas faire de concession, il estime qu'il n'a pas à supporter le risque, il peut être d'abord, dans un premier temps, un peu... Alors, soit il écrit tout simplement, non, je maintiens ma position, je souhaite le règlement de cette facture, je suis d'accord pour ne pas
vous facturez les 20% restants puisque c'est lié à l'organisation effective du salon, donc il y a aussi un effort de sa part. Donc il peut déjà faire cette contre-proposition-là. Le problème, c'est les délais. Après, il ne faut pas que ce soit trop long. S'il n'y a pas de réponse ou si l'autre partie reste assez ferme, la médiation, c'est une volonté de trouver une solution, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Donc on peut être très affirmatif dans un premier temps, et on peut donc dire « je demande l'exécution du contrat par une lettre recommandée », en disant « voilà, je demande l'exécution du contrat qui est prévu, et je vous demande d'y répondre, je ne sais pas, on donne un délai de 15 jours ». Et dans ces cas-là, si l'autre partie dit non, je ne bouge pas, on peut proposer la médiation avant d'aller au contentieux. Là, je pense si j'étais le conseil de cette entreprise, je retenterais une négociation parce qu'on sent de l'autre côté une volonté, peut-être de entre guillemets, partager le risque sur la facture des 30%. Si le prestataire ne peut pas faire cet effort-là parce qu'il a déjà lui-même payé des sous-traitants, etc., et qu'il doit avoir le paiement, une lettre recommandée un peu formelle, dans laquelle on peut dire aussi qu'on propose la médiation, mais il vaut mieux aussi le faire en deux temps, montrer qu'on a le droit avec soi et qu'on est déterminé à recouvrer la facture, et puis proposer la médiation. Vu l'enjeu, c'est vrai qu'aller au contentieux, il aura certainement gain de cause, puisque c'est l'exécution d'un contrat, mais ça peut prendre du temps. Là aussi, il faut réfléchir à quel est mon intérêt. Est-ce que je préfère recouvrer peut-être pas l'intégralité de la somme maintenant, ou attendre 6 mois, 1 an, 2 ans d'avoir l'intégralité de la somme. Peut-être qu'entre-temps, l'exposant aura eu des difficultés et ne sera peut-être plus là pour payer la facture. Il faut penser à ça aussi. Quand on laisse traîner des factures longtemps, il y a quelquefois des sociétés qui ne sont plus en mesure de les payer. Mais donc, la médiation interviendrait, à mon sens, après une négociation, après, si la négociation n'aboutit pas, une lettre un peu ferme en demandant l'exécution du contrat, et avant d'aller au contentieux, avant d'aller au judiciaire, proposer la médiation. Alors là, la société peut le proposer par simple courrier, donner un délai pour avoir une réponse. Si la partie ne répond pas, là, il faut aller au contentieux. Les juges, aujourd'hui, apprécient beaucoup que les entreprises justifient d'avoir fait une démarche préalable de médiation. C'est même maintenant, alors je vous ai dit que c'était un processus volontaire, mais depuis le 1er janvier 2020, la médiation est obligatoire pour les litiges inférieurs à 5 000 €. Donc, en matière civile, pas en matière commerciale. Enfin voilà, il y a une volonté quand même de la part de la politique législative judiciaire de favoriser le recours au mode alternatif pour éviter de surcharger les juges qui ne sont plus en mesure de traiter les dossiers dans des délais acceptables pour les entreprises. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. On va, avant de passer aux questions-réponses, peut-être parler des perspectives. Donc, Pierre-Louis, je vous invite peut-être, vous aviez un état des lieux et puis une vision à court terme, plutôt très réaliste, mais qui est dur. Hein. Comment est-ce que vous voyez quelque part les perspectives ? Est-ce que c'est une crise structurelle ou est-ce que c'est une crise conjoncturelle ? J'en sais rien, c'est une crise. À la limite, ça nous est égal. Le principe, c'est de savoir effectivement comment on va rebondir. Mais vous avez raison. Enfin, elle peut être les deux d'ailleurs, hein, dans ce cas-là. Hein. Elle peut être les deux. On va voir un petit peu, c'est l'avenir qui nous le dira. Le principe, moi je dirais, il y a 2 éléments. D'abord 2 perspectives, et puis après 2 exemples concrets de ce qu'on peut faire. Avant que je démarre ça, je voulais vous dire une chose, parce qu'on a évoqué tout à l'heure les aides. Allez sur le site internet du NIMEV, vous retrouverez tous les éléments à jour à chaque fois. Donc si vous voulez faire un point sur toutes les aides, sur les éléments juridiques, sur les contraintes que vous allez sur le site internet. On a Fabrice Delaval, notre responsable, notre cadre sur service juridique qui fait vraiment le job, et vous avez quand même beaucoup d'informations dessus. Voilà, je referme la parenthèse. Donc 2 perspectives. La première, on parle du digital qui va faire disparaître une partie d'activité. Moi je dis non. Je dis non, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, si on veut parler du salon, on n'a pas trouvé l'outil disruptif qui remplace le salon. Il y a des expériences, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Et puis, je pense que de toute façon, ce sera, comme ça a été le cas pour d'autres secteurs d'activité, une entreprise à la tech qui, tout d'un coup, trouvera le produit disruptif qui nous fera perdre une partie de l'activité. Donc aujourd'hui, ce qui nous fait perdre l'activité, c'est la crise Covid, pas le digital. Et puis le digital, en plus, c'est pas quelque chose qu'on connaît pas. Dans tous nos domaines, on utilise des outils digitaux déjà depuis plusieurs années et qui nous aident et qui nous ont permis ces dernières années de créer de la croissance pour notre activité. Et je viendrai sur un exemple que je vais vous donner après.
Donc pour moi, c'est une perspective intéressante que ces outils digitaux, à nous de nous débrouiller pour que ce soit un atout et non pas un inconvénient. Mais l'outil disruptif arrivera. Hein. Il est arrivé dans tous les secteurs quasiment. Chez nous encore, on ne l'a pas vu, mais il arrivera. Le deuxième point, c'est 2 articles que j'ai vus au printemps dernier aux États-Unis, et comme d'habitude, ça viendra chez nous après, beaucoup plus vite d'ailleurs que les précédentes évolutions. Le télétravail a démontré aux directeurs des ressources humaines des grandes entreprises qu'ils pouvaient se passer de milliers de mètres carrés dans les métropoles qui leur coûtent particulièrement cher. Donc, en fait, ils ont raisonné de manière différente. Ils ne se sont pas dit on va moins réunir nos salariés, on va moins les faire travailler dans nos bureaux. Mais pour compenser l'absence de relations physiques, puisqu'on va les mettre chez eux, on va augmenter les réunions de travail. Donc, on va augmenter le moment où on va faire des rencontres physiques. Donc, on peut espérer avoir effectivement une activité complémentaire qui se déroule. Alors, les entreprises vont s'organiser aussi pour faire de nombreuses réunions dans leurs propres locaux, hein, il n'y a pas de problème. Mais à un certain nombre de personnes, ça ne vaudra plus la peine, puisqu'en fait, c'est un raisonnement économique. Donc, jusqu'à un certain nombre de personnes, ça vaut le coup d'avoir des salles en interne. Et puis après, au-delà, il vaut mieux sous-traiter. C'est un raisonnement qui vaut pour tout. Donc là, il y a un potentiel de croissance que l'on verra. On est un animal sociable et on a besoin de la rencontre physique, donc elle ne disparaîtra pas. Donc il faut s'adapter simplement à chaque fois, comme vous êtes certainement tous adaptés à la crise économique que nous avons vécue en 2009, et puis les précédentes, le golf, enfin, je ne vais pas refaire tous les épisodes, mais on est tous là, on a, pour certains d'entre nous, vécu 3-4 grandes crises, et on pensait que c'était la dernière, mais non, il n'y a pas de dernière, on en aura une autre derrière. Donc il faut voir comment on va s'organiser pour la suivante. Et être résiliente, être résilient, une entreprise résiliente, on en parlait ce matin. Donc, je vais vous donner 2 exemples là-dessus. Donc là, les 2 perspectives, moi, qui me semblent très, très intéressantes et qui font que notre métier va simplement évoluer. À nous d'être, donc, comme on sait le faire depuis de nombreuses années, on s'adapte et on est curieux des évolutions qu'il peut y avoir. Et je vous donne 2 exemples que l'on fait dans le Sud. Le premier, donc, celui de mon centre de congrès. Cet hiver, tout de suite, enfin, quand on a eu la crise du confinement, on s'est dit bon, ben, comment on peut faire évoluer le produit centre de congrès, c'est pas simple. Et on a développé 2 produits tout de suite. Le premier avec Novelty. Alors, Novelty, évidemment, est venu en tant que partenaire technique. On a créé une salle qui permet effectivement aux chefs d'entreprise de pouvoir communiquer dans de très très bons niveaux, très bonne capacité, on va dire, puisqu'on a la fibre optique et puis du matériel que Novelty, qui est le numéro 1 européen en son, lumière et vidéo, peut mettre en place pour que les entreprises puissent communiquer avec leur entreprise. Alors, vous allez me dire, t'es gentil, mais moi je vois pas comment je peux faire 1 euro avec ça. C'est vrai, j'en conviens. C'est une évolution que nous avons eue. On parle de votre évolution, je parle d'évolution de centre de congrès. Pour nous, c'est une source de revenus que nous n'avions pas. Nous faisions ce genre d'équipement, mais c'était ponctuel. Là, nous l'avons à l'année. Le deuxième, c'est qu'on s'est dit, bon, ben ça, c'est le haut de gamme, mais ça ne sert que à des événements, sans l'événement en lui-même, puisque c'est un événement à part entière. Donc, on a fait une autre salle, beaucoup plus simple, et qui, elle, a pour vocation l'extension de l'événement. Et c'est là où ça va être intéressant pour vous, parce que derrière, l'objectif, en fait, de cette salle, c'est de pouvoir en fait, faire une extension de l'événement sur les réseaux sociaux, sur d'autres supports, d'autres réseaux, peu importe, quels qu'ils soient, des intervenants qui sont à l'événement physique, donc ça se passe pendant l'événement physique, et donc ça permet en fait d'élargir la communauté. Alors c'est pas nouveau, c'est nouveau pour nous, bâtiment, où moi je reçois des événements jusqu'à 1000 personnes, hein, mais il y en a d'autres acteurs, le congrès de cardiologie le fait depuis des années, ils ont 30 000 participants, et ils font ça depuis des années très bien. Mais bon, là, on va dire que tout le secteur va s'y mettre. Et donc, on élargit notre communauté, l'objectif étant de donner envie à des exposants, à des visiteurs, des participants de congrès, de venir à l'événement physique, parce qu'ils se disent « Ah, il y a du contenu, il y a des choses intéressantes, j'ai peut-être intérêt à venir ». Donc là, on élargit sa communauté, donc du business pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Et puis un dernier point que l'on a mis en place donc, ces derniers mois dans la réflexion. Je suis aussi président de Provence-Côte d'Azur Events, qui est un pôle de compétences sur le tourisme d'affaires, qui va d'Avignon à Monaco. On a 225 adhérents, et c'est toute la filière, c'est-à-dire que là, on est plus large même que ce que on est, nous, ici, en national, avec Unimev, c'est-à-dire tous les palais des congrès,
les bureaux des congrès, les lieux événementiels, les hôtels, les agences, les prestataires de services. Donc il y a vraiment tout le panel, c'est vraiment transversal, et ça nous permet de... Ce qui nous lie, en fait, c'est le client. Et donc nous avons mis en place 2 choses. La première, qui était un projet que nous avions imaginé fin 2021-2022, une plateforme de vente, donc avec un opérateur où on est sûr qu'effectivement il y a des milliers de clients de l'autre côté. Donc on va avoir une plateforme, elle va être opérationnelle en septembre pour l'ensemble de nos prestataires, et on sait qu'il y a les clients au bout, parce que c'est l'intérêt de faire une plateforme, techniquement tout le monde peut la faire. L'objectif c'est qu'il y ait des clients. Donc on sait que ça fonctionne pour d'autres acteurs. Et puis le deuxième point, parce que c'est important pour le futur, et là je vous parle de la perspective future, c'est je vais l'annoncer sur le salon Event la semaine prochaine, on fait une conférence de presse mardi après-midi. On lance donc 4Events et le CIRT. Alors, c'est mot bizarre. C'est une plateforme à 360 degrés, c'est-à-dire c'est un centre de formation initiale et continue, un centre de ressources, un incubateur pour préparer l'avenir. On ne peut pas, nous tous, ne pas intervenir dans la formation initiale et continue. C'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas après se plaindre d'avoir des salariés qui ne sont pas formés correctement. Or, c'est un business, la formation aujourd'hui. Et qui dit business dit que les entreprises qui gèrent ce secteur-là le font en fonction de la marge qu'ils vont faire et non pas de la qualité de la formation qu'ils vont faire. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement, il y a une inadéquation entre la formation et les attentes des entreprises. Donc il faut s'en occuper. Incubateur, parce qu'effectivement, eh bien, peut-être qu'on va avoir au sein de notre secteur des entreprises qui vont faire la disruption, proposer d'autres services, et c'est important de pouvoir les accompagner, et peut-être le salon de demain aussi. Donc on a préparé ça. Et puis il y a une autre problématique qui vous concerne un petit peu moins ici, mais c'est l'événementiel et les territoires, c'est-à-dire nos cousins de la culture du sport et de l'événementiel professionnel. Ces 3 secteurs-là sont très proches, et l'acteur public est très concerné par le sujet. Or, il a moins d'argent. Comment on fait pour maintenir tous ces événements, quels qu'ils soient, avec le soutien des collectivités locales? Et donc, il faut travailler avec eux, parce qu'aujourd'hui, une structure publique peut peut-être subventionner depuis 30 ans un événement majeur de son territoire, et ça lui coûte 1 million d'euros, mais il ne peut plus. Et comment on fait pour que cet événement majeur dans une ville ou dans un territoire existe encore demain, et que pourtant la commune ou la métropole puisse donner plus que 500 000 euros? Eh bien, il faut retravailler là-dessus. Donc c'est tout ça que l'on va faire. Et puis le CIRT, c'est notre avenir aussi, c'est-à-dire qu'on vient de se taper une crise importante, et elle n'est pas terminée. On en a eu d'autres. Par exemple, nous, dans le sud, on a eu quand même des inondations assez conséquentes, et donc qui ont eu un impact sur notre activité. Et donc ce centre international du management du risque dans l'événementiel et le tourisme va travailler, d'ailleurs on a une convention avec Unimev, avec ADN Tourisme, avec 5 universités à l'étranger, et qui va nous permettre de transformer les bonnes pratiques que l'on a pu avoir pendant cette période, on s'est tous adaptés, donc on a eu des bonnes pratiques, on a eu mais on les oublie. Est-ce que vous vous souvenez comment vous vous êtes adapté il y a 10 ans? En tout cas, moi, je ne me souviens plus ce que j'ai fait de bien à ce moment-là pour effectivement passer la crise. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer les bonnes pratiques sur l'ensemble des territoires, à l'étranger comme en France, de les conserver, de les transformer pour former nos cadres et nos dirigeants dans les années à venir, pour quelle que soit la crise, nous puissions y répondre et avoir les bonnes pratiques pour que nos entreprises soient plus solides. Voilà. Comment on peut faire pour que, si dans 10 ans, on a une éruption volcanique, on a un problème d'éruption solaire, eh bien nos entreprises, quelle que soit la crise, nous soyons en capacité de résister mieux. Voilà. Donc je pense qu'on a beaucoup d'avenir. Moi, je crois beaucoup en ce secteur, vous l'avez bien compris. Je suis fan de ce secteur, je le trouve formidable. Je trouve que la rencontre, c'est vraiment l'essentiel dans la vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc pour moi, on a encore beaucoup d'avenir, il faut juste tenir. Donc tenez bon, merci. Déjà, merci Pierre-Louis, ça fait plaisir d'entendre ce discours. Et moi, ça fait longtemps que dans cette profession, je trouve qu'on n'investit pas assez en R&D.
on a plein de... Et encore plus, je dirais, les organisateurs de salons hein, que les prestataires, parce que je crois que vous êtes remis en question beaucoup, et nous, pas tellement finalement. Et ça fait longtemps que je dis, et cette crise du Covid, enfin, force un peu tout le monde à se remettre en question et avancer. Alors le digital, c'est une façon de faire de la R&D. Je suis totalement d'accord avec toi, je pense que ça remplacera jamais les événements, et au contraire, ça va les renforcer, ça va renforcer leur visibilité et leur audience, parce qu'il y en a quand même certains qui ont été un peu chahutés ces derniers temps. Je pense aussi parce qu'on n'a pas fait assez de R&D les uns et les autres par rapport à d'autres secteurs. Et il y a un autre sujet aussi qui a parce que bon, dans toute crise, il y a des opportunités, et les crises font toujours avancer les secteurs. Il y a aussi cette question de la représentativité de notre profession, de la connaissance de notre métier. On a bien vu qu'au départ, on n'était pas du tout connus. Aujourd'hui, grâce aux travaux des différentes associations professionnelles, il y a une meilleure connaissance de notre métier. C'est terrible à dire, mais grâce aux annulations aussi, il y a aussi les gens se rendent compte enfin des répercussions, des conséquences de l'apport de ces événements. Bon, les territoires s'en rendaient compte déjà un peu plus que les professions. Mais moi, il y a aussi quelque chose sur lequel je milite beaucoup, et je pense que c'est l'avenir de ce secteur, c'est aussi d'engager et d'agréger les secteurs professionnels davantage autour de leurs événements, même s'ils ne sont pas propriétaires de leurs événements, hein, parce qu'on voit qu'en Allemagne, ça se passe quand même mieux, parce que les grandes professions soutiennent leurs événements et ont une parole politique auprès de l'organisateur. Et je pense que cette dimension politique aussi à terme de nos événements, elle est essentielle, parce qu'aujourd'hui, vraiment au départ, ils ne nous calculaient pas du tout, ils nous calculent un petit peu plus. C'est vrai qu'on ne représente pas beaucoup d'emplois. Par contre, on représente de fortes retombées économiques et dans les territoires. Et ça, on a commencé à bien utiliser ces arguments-là dans nos négociations. Je pense qu'il faut qu'on continue, parce que ça, c'est essentiel. Et il ne faut pas oublier d'agréger les patrons, les grands patrons autour de nos secteurs d'activité, pour aussi les mettre en avant et qu'ils fassent poids avec nous. Donc moi, je pense que cette crise va nous renforcer plus tard pour faire des événements plus complets, et qu'on ne s'est pas assez bougé jusqu'à présent, et que si certains ont eu des difficultés, c'est aussi parce qu'il fallait se remettre en question. Mais comme tout allait bien, je dirais, ou ça allait un petit peu moins bien, mais juste un petit peu moins bien. Donc bon, hein, voilà. Donc je pense que là, ça va donner un coup d'accélérateur. Après, là où je te rejoins, et c'est le cas aussi des organisateurs de salons, parce qu'il ne faut pas croire que ça va bien chez les organisateurs, hein, ça va très mal aussi. Et même pour les gros, hein, c'est très très compliqué, parce que c'est proportionnel. Donc il va falloir qu'on tienne tous, quoi. La question, c'est combien de temps ? Et notamment pour les entreprises moyennes, je pense que c'est pour celles-là que ça va être le plus dur, parce que, comme pour les produits, elles sont coincées entre des grandes entreprises qui ont quand même le dos un peu plus large, et des petites entreprises qui sont plus flexibles et qui peuvent s'adapter plus facilement. Donc il y en a beaucoup dans notre secteur. Nous, on est une entreprise moyenne. Je peux vous dire qu'on a commencé les grandes manœuvres. Je pense qu'il va falloir qu'on le fasse tous, mais ce qui nous unit, c'est l'amour de ce métier. On le voit bien, et vous êtes beaucoup. C'est super sympa de se retrouver ici. Moi, c'est la première fois enfin que je fais du présentiel avec les gens de ce secteur. Voilà, puis je voulais vous remercier pour votre action, parce que je sais que c'est pas facile d'être prestataire aujourd'hui, que nous, organisateurs, si on fait des événements, c'est grâce à vous. Donc tenez bon, parce que si vous tenez pas bon, nous, on pourra plus faire d'événements de toute manière. Voilà, donc on est quand même solidaires là-dessus. Je sais pas, on va peut-être passer aux questions. La question, la première, c'était est-ce que notre crise est conjoncturelle ou structurelle? Je pense que c'est un élément important. Bruno Le Maire avait dit la crise est conjoncturelle. Elle va être très rapide, brutale, et on va redémarrer pareil. Elle est conjoncturelle et elle est devenue structurelle. Et on ne pourra pas bouger sur le conjoncturel. Par contre, on peut bouger sur le structurel. Et on va redémarrer. C'est évident. Ça, en juin, en septembre. Mais on va redémarrer. Donc, il faut y aller. Et il n'y a que de la modification structurelle qui peut nous permettre d'attendre la reprise. Quant à notre avenir, je pense qu'il est serein. On va vivre une modification. La recherche et développement dans notre secteur, elle est opportuniste, en fait. Hein. C'est parce qu'on a une demande ou qu'on a une crise qu'on se met à bouger. Et en ça, c'est plutôt bien. Peut-être qu'effectivement, demain, se réunir sur un stand à 700 € le mètre carré, ça sera plus ça sera autre chose. Mais le autre chose, on le fera de toute manière. Il ne faut pas qu'on en doute, il faut qu'on attende jusqu'à là. Et puis notre avenir, pour nous aussi, il est intimement lié. Autour de cette salle, il est plutôt blanc, habillé en noir. Les organisateurs aussi sont nos avenirs, notre avenir. On s'est rendu compte pendant cette crise qu'on avait deux contraintes, et je dirais trois pour les prestataires.
le client, l'exposant et l'organisateur. Et s'il en manque un des trois, ou les trois, évidemment, on est bien embêté. Donc voilà, on va peut-être passer aux questions et réponses. Merci beaucoup Fabrice. Est-ce que vous avez des questions? On t'entend pas avec le masque, c'est encore pire. Bonjour, Frédéric Spotland. Quand vous parlez de crise, je ne suis pas d'accord avec vous, je parle de rupture. Quand vous parliez de crise en 2008, on avait tous un chiffre d'affaires de 20, 30, 40, 50%. Moi, depuis fin février, j'ai un chiffre d'affaires de 0. Je considère que c'est comme un couple. On peut avoir une crise dans son couple, on peut se prendre la tête. Le jour qu'il y a une rupture, c'est beaucoup plus grave. Et aujourd'hui, je considère que c'est une vraie rupture. Depuis 1er mars, nous avons pu faire un stand. La plupart d'ici, on ne fait que du stand. On ne fait pas de l'événementiel, on fait du stand d'exposition. Depuis le 1er février, il n'y en a pas un qui a monté un stand. Et là, c'est un vrai problème. Parce que là, vous me parlez maintenant, peut-être fin décembre, peut-être fin juin, peut-être septembre 2021. Est-ce qu'on aura tous les moyens de tenir en 2021? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà, non mais, voilà. Donc moi, je préfère parler aujourd'hui de rupture dans notre profession à nous pour l'événementiel que de crise. La crise, c'est autre chose, pour moi. C'est une question de sémantique, mais bon, en fait, finalement, ce qui nous intéresse au final, c'est comment on peut repartir, rebondir, quels sont les outils qui sont à notre disposition en propre, enfin c'est ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, qui vont nous permettre justement de repartir. C'est clair que on va dire que c'est innovant comme crise, voilà, ou comme rupture. On n'avait pas vécu ça encore, hein. Mais ça peut être considéré, d'ailleurs, c'était le premier mot d'Emmanuel Macron, ça nous a quand même un peu, au mois de mars, il a parlé de guerre. Je pense qu'on peut considérer qu'effectivement, si nous étions en guerre sous la forme classique que nous connaissons, c'est une nouvelle façon de faire la guerre, en fait, si je puis dire. Enfin, j'espère que ce n'est pas une nouvelle façon de faire la guerre. Ne soyons pas complotistes, bien sûr, ce n'était pas mon propos, mais c'est dans le même principe, c'est-à-dire que l'activité s'arrête. Je voudrais juste rajouter sur, on ne va pas tous y passer, on est environ 800 dans ce métier du stand sur mesure, entre les agences et les prestataires, on n'est pas beaucoup plus. Si on part sur la reprise la plus pessimiste à 60% ou à 80%, ben on sera à la fin de la crise ou à la reprise entre 500 et 700. Donc il y en a quelques-uns d'entre nous qui vont disparaître, c'est sûr, c'est inévitable, c'est même bien, parce que pour ceux qui restent, hein, c'est ce qui nous permettra de rester. À nous, autour de cette table, de s'armer le plus possible des moyens que donne l'UNIMEV, les aides, les banques, l'intelligence, et puis sa fonction de chef d'entreprise que chacun opère depuis plusieurs années, hein, notre expérience, notre propre expérience, pour être de ceux qui vont rester. Voilà. Mais oui, il y en a qui vont disparaître. Oui. Alors, un petit coup sur les mains. Et voilà. Je suis désolée. Est-ce que la tentation pour les organisateurs, quand ça va reprendre, ne sera pas de faire de l'installation générale au détriment de toutes nos structures qui font du stand sur mesure, comme ça? Parce que là, c'est le risque pour nous, quoi. Alors bon, j'ai la lourde mission de représenter les organisateurs. Voilà, sachant que Pierre-Louis, il organise des trucs aussi, donc il ne faut pas qu'il se planque non plus, hein. Bon, déjà, monsieur, on est tous dans le même bain, hein, c'est-à-dire que la rupture, on la vit tous, et il n'y a pas que les prestataires, et je pense que s'il n'y a pas d'organisateur de salon, il n'y aura pas de prestataires, et s'il n'y a pas d'exposants, il n'y aura pas d'organisateur de salon. Donc, on est contraint d'être solidaire. Moi, c'est une bonne question, hein. De toute manière, moi, je dis qu'on va retourner aux essentiels. C'est-à-dire que je pense qu'à court terme, vous allez avoir une perte de chiffre d'affaires, parce que nous, on n'a plus d'argent. Les organisateurs de salon n'ont plus d'argent, et les exposants non plus, sur beaucoup. Donc, de toute manière, on va tous compter. Et de toute manière, nous, même notre salon de janvier, on sait déjà qu'il n'aura pas du tout, d'habitude, on fait des grands défilés extraordinaires dans lesquels on investit, qui nous coûtent de l'argent. On ne les fera plus parce qu'on trouve que ce serait presque indécent de les tenir dans ce contexte et que nos clients ne comprendraient pas. Donc, nos clients nous ont prévenus qu'ils investiraient moins.
parmi nos clients, il y a des gens qui font des stands, en effet. Pour l'instant, ça reste un très grand salon international et il y a quand même une demande de voir leurs clients et surtout, il y a une demande de leurs clients de les voir. Donc, on espère qu'ils vont quand même maintenir des investissements. On sait qu'ils vont tous réduire leur surface et on sait qu'il y en a plusieurs qui vont mourir aussi. Donc, si vous voulez, sur l'année 2021, ce qui est sûr, c'est que même s'il y a des événements, les chiffres d'affaires seront très inférieurs parce que et les exposants et les organisateurs de salons ne pourront pas se permettre de faire ce qu'on faisait avant. Après, je pense que ça repartira. Et je pense que, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, on aura des très, très gros événements, très porteurs d'images, très internationaux. On a la chance d'en avoir plusieurs en France. Et il faut que les politiques aussi nous aident à les maintenir parce qu'il y a quand même une concurrence déloyale avec l'Italie et avec l'Allemagne aujourd'hui, où il va falloir aussi que ce sera un futur chantier du NIMEF parce qu'on est quand même beaucoup moins soutenu par les États que ce qui se passe dans ces pays-là. Bon, ceci dit, on s'en sort parce que le français est créatif et malin et se remonte les manches quand il faut. Donc oui, vous allez avoir, et oui, il y aura peut-être des tendances à faire que du stand équipé parce que nos exposants le demanderont. Hein. Donc c'est pas non plus que de la faute de l'organisateur. Nous, on est aussi liés par nos clients. C'est pour ça que je pense qu'en effet, la stratégie là, c'est de tenir, c'est de replier les voiles, c'est qu'on tienne. Et on a tous intérêt à ce que vous teniez aussi, hein, on le sait bien. Donc quand on parle de maintien des prix, c'est un discours que je pense beaucoup peuvent comprendre. Parce qu'on a besoin que vous soyez là et vivant quand ça va reprendre, alors dans 6 mois, dans 1 an. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne va pas vous donner de réponse là autour de la table parce qu'on ne les a pas comme vous, quoi. C'est pareil, hein, nous on a vécu l'enfer depuis mars comme vous, où on part et puis on s'arrête, enfin c'est du stop and go en permanence, quoi. Et c'est épuisant pour les chefs d'entreprise. On est tous cuits, quoi. Bon, on a repris quelques vacances quand même, je pense qu'on a réussi à oublier quelques semaines pour reprendre de l'énergie, mais c'est vrai qu'on est tous cuits. Bon, après on est solidaires, on aime notre métier, ça c'est vraiment quelque chose. Vous savez, j'avais beaucoup poussé moi pour que Bertrand Pullman, et je vous engage à lire son livre sur les salons, qui fasse ce livre. Alors achetez-le, ça fait du bien, parce que c'est un grand sociologue, c'est Unimev qui a fait la commande, qui parle de notre métier. Et en fait, Bertrand, c'est un sociologue très connu qui a travaillé beaucoup dans le domaine du sport et qui disait, moi, je veux travailler uniquement avec des enthousiastes. Je travaille que dans des professions où il y a de l'enthousiasme, sinon ça ne m'intéresse pas. Et il a trouvé que notre profession était top. Il a passé son temps à faire le tour de tout le monde. Donc, enfin, pas de tout le monde d'ailleurs, parce que je pense qu'il a un peu oublié justement les prestataires. Non, mais c'est un sujet. Alors, excusez-moi, moi, je suis spécialiste de mettre les pieds dans le plat, mais je trouve que ça fait avancer les choses. Ça n'empêche que, de toute manière, on est tous liés, si vous voulez. Donc, il y a un moment, si on parle plus des salons, si ce métier est reconnu, si on avance en R&D, tout le monde avancera. Et encore une fois, je pense que ce qui nous sauvera, c'est l'amour de ce métier. Alors là, par contre, il faut replier les ailes. Alors, c'est toujours facile après de dire on aurait dû. C'est vrai que des fois, on se dit on aurait peut-être dû replier les ailes dès mars et puis pas essayer de tenir les événements, puis après d'arrêter, puis de les reporter de 2 mois, parce qu'on s'épuise. Hein. Nous, on a des équipes qui sont sur les genoux, hein, parce qu'on n'a pas arrêté de bosser. Hein. Donc, en essayant de tenir. Bon, on n'y arrive pas. Mais moi, je crois en l'avenir. Et pour l'instant, en effet, il faut tous, vous comme nous, qu'on laisse passer le grain de la tempête, hein, qu'on essaie de garder les gens les plus importants à leur poste pour pouvoir repartir dès que la tempête sera calmée, quoi. Le problème, c'est quand. Juste, je voudrais rajouter, il y a allô, oui, merci. Un point positif, alors, ça n'a pas donné beaucoup de chiffre d'affaires supplémentaires, mais encore que en indirect. La filière n'existait pas il y a encore quelques mois pour le gouvernement. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est parce qu'on est relativement jeune, comme c'est un secteur qui est, même si on faisait du marché il y a 4000 ans, ok, très bien, parfait. Enfin, le collectif n'existait pas vraiment. Donc, c'est assez récent qu'effectivement, les différentes professions ont fusionné les uns après les autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on n'a vraiment jamais ressenti un besoin de communiquer vers l'extérieur. Et là, on a une convergence d'éléments. Le premier, c'est qu'on a enfin des chiffres sur lesquels on peut à peu près se fier, et donc qui sont communicables, parce que si vous n'avez pas de chiffres, vous ne pouvez pas communiquer sur votre filière. Et ça, c'est important. On a eu aussi une étude sur les salons qui ont bien intégré qu'effectivement, la France était un des 4 grands pays avec la Chine, l'Allemagne et les États-Unis dans les salons. Donc, c'est quand même un élément important et qui nous permet de communiquer aux médias et aux politiques.
Et cette crise nous a fait un bien fou. Parce qu'effectivement, on a gagné 3 ans de lobbying. C'était dans notre programme à Unimev avec Olivier. On a un programme pour les 4 ans. Ça fait partie des 10 points, hein, mesdames, messieurs les administrateurs. C'était le lobbying. Là, on a gagné déjà 3 ans. Et je peux vous dire qu'on va encore accélérer. Fort de l'expérience que l'on a gagnée aujourd'hui, on va accélérer. Donc ça veut dire qu'on nous écoute un petit peu plus qu'avant. Et vous avez vu qu'effectivement, on était sous les feux de la rampe. Alors en général, ce n'est pas très positif, mais quand même, des médias, les médias, on les connaît mieux, ils nous connaissent mieux, et ils savent qu'on a des informations à leur donner. Je prends l'exemple de la semaine prochaine, donc, sur le salon Event, on a organisé donc, un voyage de presse avec le CRT. On a 11 journalistes, on a de la presse économique, on a de la presse touristique, on a la presse tourisme d'affaires. Et donc, il manque personne à l'appel. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je ne suis pas sûr que dans un contexte normal, on les aurait eus. Donc, je pense qu'on est en train de tisser des liens avec les médias, avec les services du gouvernement qui seront positifs pour nous, pour l'avenir, pour la reprise. Donc, ça veut dire qu'effectivement, indirectement, ça peut nous servir à tous parce qu'ils vont avoir des actions qui vont être positives pour nous. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors moi, j'aurais une question pratique par rapport justement au cas qu'on a évoqué pour la médiation, par rapport à la facturation. En fait, nous, en tant que standistes, on se demande si on est même en droit de réclamer les 50% restants à nos clients, parce qu'on met en avant, les exposants mettent en avant aussi le cas de force majeure pour les annulations. Et nous, en tant que standistes, on ne sait même pas si on est en droit de réclamer ces facturations ou pas. Donc voilà, on voulait savoir ce qu'il en était là-dessus. Aujourd'hui, c'est... Mais sinon, oui, vous m'entendez. Aujourd'hui, c'est un grand sujet. C'est le sujet, est-ce que la crise sanitaire est un argument à invoquer comme élément de force majeure? Donc, pour l'instant, on n'a pas de retour de jurisprudence des tribunaux. Ça va arriver dans les mois qui viennent. Moi, je pense qu'il faut que vous puissiez... Aujourd'hui, comme on n'a pas de retour sur la position des juges, c'est de dire il y a un contrat, on demande l'exécution du contrat. Et puis, la médiation a cet intérêt-là, c'est de ne pas attendre la position du juge et d'essayer de trouver une solution, j'allais dire intelligente, c'est la moins mauvaise possible pour les deux parties. Voilà, c'est-à-dire que vous avez fait le travail, on disait tout à l'heure, vous avez peut-être déjà réalisé le stand, etc. Vous avez eu un sous-traitant que vous avez payé. Vous avez tous ces arguments-là, vous les faites valoir à l'exposant, il vous indique que lui, il ne va pas pouvoir tenir le salon, et, tous ces arguments-là, vous les connaissez. Essayez de trouver une solution ensemble qui soit la moins mauvaise possible. Sinon, eh bien, ce seront les tribunaux qui décideront. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, puisque dans tous les domaines d'activité, chaque partie invoque la crise sanitaire comme un élément de force majeure. Il y a des éléments positifs quand même. Il y a eu des décisions hier où les assureurs doivent prendre en charge la perte d'exploitation des entreprises sur la base de la crise sanitaire. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je ne sais pas. Hier, oui, il y a eu une décision selon laquelle l'assureur devait... Il y avait une coquille sur le contrat ? Bon, en tout cas, c'est plutôt positif. C'était pour les restaurateurs, hein. Mais voilà. Mais c'est plutôt positif. Enfin, je pense que c'est voilà. C'est peut-être une coquille, mais en tout cas, pour vous dire que pour l'instant, on démarre la jurisprudence. Donc, je ne vais pas vous donner la réponse parce que je ne l'ai pas, et que la médiation peut être un outil justement en amont, puisque on n'a pas encore une position jurisprudentielle définie qui permet de dire c'est la force majeure ou ça ne l'est pas. Donc, essayez de trouver la moins mauvaise solution avec votre partenaire commercial pour que tout le monde puisse tenir en attendant. Voilà. Donc, c'est une option. Mais je n'ai pas la réponse jurisprudentielle pour l'instant. Alors, vous avez raison sur un point qui est la jurisprudence. Parce que je crois que la dernière jurisprudence remonte à la guerre. Sur cette crise sanitaire, voilà, tout le monde invoque la crise sanitaire comme un élément de force majeure. On a fait écrire comment ça s'appelle en termes juridiques par des avocats, des mémos sur ce sujet-là, et effectivement, on attend les jurisprudences. Néanmoins, on a nos conditions de vente, et on a aussi le fait que certains prestataires et personnes de ce métier-là sont à livraison à prestations successives. Voilà. Donc, ceux qui sont membres du LEADS et qui sont agences ont normalement des conditions de vente qui prévoient que même en cas de force majeure, c'est le prorata exécuté qui est dû. Bon.
La prestation, la livraison à prestations successives rentre totalement dans le cas des menuisiers. Tout ce qui est castor qui fait de la sciure, ça rentre dans ce cas-là. Bon, on ne va pas parler des loueurs de mobilier parce que je sais que c'est un sujet un petit peu tendu. Donc vous avez effectivement le contrat, l'exécution du contrat, ça, je pense que c'est la première des choses. 2, le prorata déjà réalisé au moment de la rupture de la cause. Voilà, et les conditions de vente du leads si vous êtes agence. Et je crois que Prestalliance a travaillé dessus depuis, mais non, oui, non. Bon voilà. Ensuite, si vous n'avez pas de conditions, effectivement, il nous manque les jurisprudences aujourd'hui pour savoir. Je ne sais pas quelle est votre profession exactement. C'est-à-dire, alors Standis agence ou Standis constructeur? Les deux. Donc si vous avez eu une commande, vous avez l'exécution du contrat. Au pire, il vous doit tout. Dans le cas de la force majeure, au moins le prorata de ce qui est construit. Et effectivement, la médiation, les quelques cas de litige que nous avons depuis le mois de mars, qui sont plutôt résolus, ou en tout cas vous n'avez pas fait remonter toutes les informations, ont été effectivement sur la mesure du prorata qui était due au moment de l'annulation du salon. Et il y a un autre cas aussi qui nous importe, et on ne va peut-être pas le résoudre là, c'est la période grise, qui est la décision de l'organisateur d'annuler une opération pendant la décision de l'annulation du décret et non pas en dehors. C'est-à-dire que, oui, mais c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on peut annuler des salons sous prétexte qu'on est dans une période jusqu'au 31 octobre où, effectivement, on ne peut pas les faire au-delà de 5 000. On est dans la légalité pour les annuler. On ne l'était pas avant le 31 août, c'est le 31 août qu'il a annoncé ça, le 13 août. On ne l'était pas au 13 août, c'est-à-dire qu'au 13 août, on ne pouvait pas arguer du cas de force majeure pour annuler un salon de septembre. Aujourd'hui, les organisateurs le peuvent, voilà. Tout ça joue, et effectivement, il nous manque des jurisprudences. Mais dans votre cas, vous êtes dans le prorata minimum. Voilà, donc en synthèse, c'est l'exécution du contrat qui prévaut, parce qu'on n'a pas de recul jurisprudentiel, et la médiation peut être un outil utile dans cette période où justement on est dans l'incertitude pour avoir une solution sans attendre la jurisprudence. Je reviens aussi sur quand même la médiation du ministère de l'économie qui travaille avec toutes les filières. Donc ça vaut peut-être la peine aussi que l'UNIMEV, que je ne fasse pas d'erreur sur, voilà, puisse l'interpeller sur toutes ces questions. Alors je crois qu'on est un peu... le temps passe vite, en fait, et qu'on a une deuxième table ronde. Donc, on va plus prendre de questions. Je pense que c'est un vaste sujet. Je vous remercie. C'était très, très, très intéressant. Bravo.